Bonjour à tous et bienvenue sur Agripreneur TV. Aujourd'hui, dans notre nouveau numéro de Agri Invité, nous allons parler d'un sujet qui est toujours d'actualité, à savoir l'impact de la COVID-19 sur nos systèmes alimentaires. Et je ne suis pas seule, je suis avec Monsieur Mwasiloa Ambali, coordonnateur du projet CRDI sur la COVID-19. Bonjour Monsieur Ambali. Bonjour Madame Simbou. Vous avez mené une étude pendant plusieurs mois qui s'appelle l'impact des réponses du gouvernement à la COVID-19 sur les systèmes alimentaires et les moyens de subsistance au Sahel. D'où est née l'idée de faire cette étude? Merci beaucoup pour cette question. Tout d'abord, j'avais toute une équipe derrière moi, donc c'est important de le rappeler. Ce genre de projet, ce n'est pas qu'une seule personne. Alors, l'idée, elle est venue en fait à partir du 31 mars. J'ai pris des notes là-dessus parce que c'est important d'être précis. 31 mars 2020, les ministères de l'Agriculture et de la CEDEAO se sont réunis en plein cœur de la pandémie, en plein en plein début de la pandémie, lorsque la pandémie nous touchait le plus violemment. Et ils se sont rendus compte que voilà, la pandémie est en train d'avoir des impacts importants, mais qu'on n'a aucune étude précise sur quels sont les effets sur les aliments et les moyens de subsistance. C'est suite à ça que la CRDI a lancé un appel à proposition pour laquelle le CORAF a proposé ce projet et bien sûr a été retenu. Donc c'est comme ça que l'idée est venue au niveau du CORAF, donc du niveau de la CEDEAO jusque nous, qui nous sommes les personnes qui l'avons réalisé sur le terrain. Quelles sont les organisations qui ont travaillé en collaboration pour mener à bien cette étude? Alors, je pense que nos auditeurs et les personnes qui nous regardent connaissent déjà le CORAF. Et donc, comme d'habitude, ce sont les systèmes nationaux de recherche agricole, ce qu'on appelle SNRA, qui nous ont appuyés sur cette étude. L'étude a été menée sur 5 pays, c'est-à-dire au Cap-Vert, au Burkina Faso, au Sénégal, au Niger et au Mali. Ce sont les différents centres nationaux qui sont dans ces pays-là, les partenaires historiques même du CORAF qui nous ont appuyés avec du personnel technique entre autres. Et bien sûr, comme je l'ai dit lors de la première question que vous m'avez posée, on a constitué une équipe. Donc dans chaque pays, nous avons recruté un consultant national qui a servi à mener l'étude au niveau national, donc pour la coordination et le quotidien. Alors, et selon vous, pourquoi le CORAF s'est-il intéressé à cet appel? Merci beaucoup pour cette question. J'ai aussi quelques notes là-dessus. Donc, c'est important de citer à ce moment-ci la 3e thématique du plan stratégique que le CORAF a édicté entre 2018 et 2027. Donc cette thématique porte sur la gestion des connaissances, la prospective et anticipation. Donc en d'autres termes, le CORAF veut participer à des productions d'évidence scientifique, donc des faits, pour informer la prise de décision politique. Donc ça fait partie du plan stratégique du CORAF de pouvoir présenter à nos politiciens des faits sur des situations pour les aider à prendre de meilleures mesures. Alors, et comment les mesures prises par les gouvernements pour faire face à la COVID-19 ont-ils impacté la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique? Merci beaucoup. Alors, juste pour préciser, donc, notre étude s'est vraiment focalisée sur l'Afrique de l'Ouest, les 5 pays que j'ai cités, le Cap-Vert, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal. On a mesuré plutôt les effets que les impacts. Donc, comment on a pu mesurer ça? Les effets ont été différents. Comme vous savez, les politiques, les bailleurs de fonds, les organisations ont pris des mesures différentes par rapport à l'arrivée de la pandémie. Certaines mesures étaient restrictives. Je peux citer la fermeture des frontières qui a été prise au niveau de la CEDEAO, la fermeture des marchés, l'état d'urgence et les couvre-feux, entre autres, qu'on peut citer. Ces mesures, bien sûr, qui étaient restrictives dans le but d'endiguer la pandémie, ceux qui ont eu des effets positifs au niveau santé, au niveau de la pandémie, ont malheureusement eu des effets fortement négatifs sur les acteurs des différentes chaînes de valeur et sur les moyens de subsistance de ceux-ci et sur la sécurité alimentaire. Maintenant, en contrepartie, les différents pays ont mis en place des mesures de support, des mesures de soutien. Donc, pour penser par exemple à la livraison, on a distribué des vivres aux plus pauvres, on a coupé les factures d'électricité. Les factures d'électricité et d'eau ont été payées dans la plupart des pays du Sahel, ont été prises en charge par l'État pendant 1 ou 2 mois.
Et on a distribué dans certains pays comme le Cap-Vert des revenus de subsistance pour les ménages les plus pauvres. Ce que nous avons pu voir, bien sûr, ces 5 pays, il y a des tendances qui sont différentes entre les différents pays, mais ce qu'on peut voir de façon générale, c'est que les effets de ces mesures de soutien ont été beaucoup moins ressentis. Soit elles n'ont pas été ressenties, soit elles ont été ressenties d'une façon beaucoup moindre par l'échantillon que nous avons pris. À ce niveau-ci, peut-être, je pense que c'est important de dire qu'on a interviewé près de 10 500 personnes, plus de 10 500 personnes dans les 5 pays, donc ça fait plus ou moins 2000 personnes par pays, réparties dans différentes régions. Je pense qu'on va en discuter plus tard. Et ces personnes ont donné leur avis. Et donc voilà, l'avis, le ressenti qu'on peut dire de nos populations sur les mesures qui sont censées les accompagner dans ces moments de stress, ces moments de crise, ont été beaucoup moindres que le ressenti négatif des mesures qui ont servi à endiguer la pandémie. Donc voilà. Par rapport à cet impact justement sur les populations, est-ce que vous avez un nombre exact peut-être des femmes, des hommes ou bien des enfants qui ont été impactés par rapport à ces restrictions prises par le gouvernement? C'est une question très pertinente et je pense que tout le monde voudrait savoir le nombre exact. Ce genre d'études, ce sont des études qu'on fait par échantillonnage, donc on ne mesure pas l'entièreté de la population, donc on ne peut pas avoir un nombre exact sur les 5 pays. On peut avoir par rapport aux différentes composantes le pourcentage de notre échantillon. Il est statistiquement représentatif de notre population, donc ça veut dire que ce qu'on a pu retenir est valable au niveau statistique pour la population en général. Ce qu'on a pu voir sans pouvoir sortir des chiffres parce qu'ils varient quand même fortement d'un pays à l'autre. De façon générale, on a pu voir que les femmes ont été malheureusement plus impactées par les effets des mesures. Les hommes ont été aussi impactés mais de façon moindre. Les personnes âgées ont été plus impactées par les effets des mesures. Et des mesures, je vais prendre une mesure spécifique comme la fermeture des frontières, le déplacement a touché plus les jeunes. Donc les jeunes, je ne parle pas des enfants, je parle des personnes en dessous de 35 ans qui, eux, ont ressenti plus ces mesures-là. Donc par tranche d'âge, par pays qu'on a pu avoir, on peut savoir quelles sont les mesures qui ont été les plus délétères et on peut savoir quels sont les effets sur cette tranche d'âge. Au niveau, voilà, les pourcentages, je préfère ne pas m'avancer actuellement parce qu'on a les pourcentages, mais entre le Cap-Vert, le Mali et le Niger, il y a des différences. D'où l'intérêt de voir ces différents pays. Et par exemple, je peux dire qu'au Niger, au Sénégal, on n'a pas vu de différence. Les femmes n'ont pas été plus impactées que les hommes. Par exemple, alors que dans les autres pays, on a pu voir des différences importantes. Donc, effectivement, le Sahel est un continuum, le Sahel est une région, mais les différences sont visibles entre les différents pays. Merci beaucoup pour ces précisions, Monsieur Ambali. Justement, vous avez fait des visites sur le terrain pour avoir une idée réelle de l'impact de ces restrictions politiques. Comment est-ce que les populations les plus vulnérables, vous avez dit que les femmes, en général, les jeunes aussi ont été vraiment impactés. Comment est-ce qu'ils s'organisaient alors pour faire face à cet impact? On a pu, dans notre étude, mis à part les effets des mesures, on a essayé de voir aussi les stratégies de survie face aux crises. Donc ce sont... Lorsqu'une crise arrive, pour préciser, lorsqu'une crise arrive, vous allez prendre certaines stratégies, comme par exemple, utiliser votre épargne si vous en avez, emprunter de l'argent peut-être à des amis, emprunter de la nourriture, voilà, toute une série de stratégies qui permettent de voir en fonction de votre niveau de stress. Donc vous pouvez être en stress, en crise et en urgence, vous allez prendre d'autres stratégies. Par exemple, une stratégie d'urgence pour un peu mettre le cadre de comment on tire ces informations. Une stratégie d'urgence va être de vendre les biens, de vendre, si vous êtes un éleveur, vous allez peut-être commencer à vendre des animaux femelles, des animaux reproductifs. Vous allez commencer à consommer vos semences. Ce sont des stratégies qu'on pense de stress. Les stratégies d'urgence sont les stratégies ultimes, c'est-à-dire vous allez peut-être demander l'appui alimentaire à un programme comme le World Food Programme, comme le PAM peut proposer, où vous allez joindre des activités de mendicité parce que vous êtes dans un état d'urgence au niveau de votre situation. Donc ceci dit, on a donc posé ces questions-là à notre échantillon et on a pu voir quelles ont été les dynamiques. On a pu voir dans les dynamiques justement, par exemple, que les femmes et les jeunes ont plus pris des mesures de stress.
Ils ont plus réagi à une mesure de stress, donc ils ont eu à demander de la nourriture, peut-être dans les proches, envoyer un enfant manger ailleurs. On a vu aussi dans les études, mis à part cet état de stress, on a aussi analysé la consommation des ménages. Donc on a pu voir dans la consommation des ménages, par exemple, que les femmes ont plus coupé leur part de ménage, ont plus amené des nourritures qui sont moins appréciées à table. Donc de façon globale, les femmes ont fait plus d'actions de résistance au stress. Mais d'un autre côté, ce qu'on a pu ressortir dans nos mesures, c'est que les situations plus extrêmes, les hommes se sont plus retrouvés dans des situations extrêmes. C'est-à-dire des situations où il a fallu vendre les outils de productifs, par exemple la houe, ce genre de choses, ou vendre un animal de trait, que les femmes. Ce qu'on peut dire sans avoir vraiment... Ça, ce sont des remarques qu'on prend, donc ça n'a pas une valeur statistique, c'est des remarques plus de valeur illustrative. Certaines femmes disent qu'elles n'ont pas fait ces mesures-là juste parce qu'elles n'ont pas de quoi vendre, n'ont pas un animal de trait à vendre, alors que les hommes ont cette possibilité. On peut voir aussi que les femmes aussi se sont réunies entre elles, se sont entraidées pour pouvoir survenir à ces moments de stress. On a vu aussi, et encore une fois je précise, ce sont des remarques qui ont été faites, donc ça peut être limité à une partie, mais c'est intéressant de les ressortir aussi. On a pu voir aussi que certaines femmes ont dit que l'état de stress qui a apporté au niveau de leur couple, au niveau de leur ménage, a fait que les rôles se sont un petit peu inversés. Quand on dit inversé, ça veut dire que l'égalité dans le couple s'est un peu formée parce qu'on s'est rendu compte que finalement l'homme ne peut plus amener à la nourriture parce qu'il ne peut plus aller travailler par exemple, alors que la femme a peut-être un petit commerce, une petite chose qui peut fonctionner, ce qui lui a donné un peu plus de pouvoir entre guillemets dans le ménage. Bon, tout ça n'a pas été vraiment analysé spécifiquement, mais ce sont des informations qu'on a pu ressortir dans les discussions. Par vos dires, on se rend compte que les femmes ont vraiment été acteurs dans cet impact et c'est une très bonne chose pour cela. Vous avez dit au début de notre entretien que votre étude a été menée dans 5 pays, notamment le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Mali, le Niger et le Sénégal. Pourquoi en majorité des pays d'Afrique de l'Ouest? Merci beaucoup. Donc, l'intitulé de notre recherche et le pourquoi on a eu ce financement de la CRDI, notre partenaire là-dessus, c'est qu'on voulait analyser les effets des réponses des gouvernements à la Covid-19, particulièrement au Sahel. Donc on a sélectionné bien sûr les pays du Sahel qui sont principalement dans l'Afrique de l'Ouest. Et aussi certains mécanismes sont intéressants à analyser pour un bloc, par exemple tous les mécanismes de la CEDEAO ont impacté plus ou moins tous les pays de l'Afrique de l'Ouest puisqu'ils sont membres à part le Cap-Vert, si je ne m'abuse. Donc voilà, les mécanismes aussi de réaction sont plus clairs dans un ensemble qui est homogène que dans un ensemble qui est hétérogène. Alors vous n'avez pas mené l'étude seule, vous avez travaillé avec d'autres consultants. Jusqu'ici, on va dire, quels ont été les challenges auxquels vous avez fait face pour mener cette étude? Merci beaucoup pour cette question. Franchement, je pense que c'est très intéressant. Les défis que nous avons pu surmonter, je vais dire de façon très simple, la Covid-19 a surpris tout le monde. Personne n'était préparé. Que ça soit personnellement, je pense que chacun d'entre nous a été surpris dans son ménage, a été surpris dans son travail. Ça implique aussi que ça a surpris les acteurs étatiques, je veux dire par exemple les agents de la douane qui doivent libérer du matériel par exemple de travail, ont dû prendre du temps pour pouvoir le faire. Mener les activités sur le terrain ont été compliquées dans les premiers mois. Le lancement de notre étude, les restrictions étaient beaucoup plus fortes, ce qui a fait qu'on a dû prendre un peu de retard, ce qui a fait aussi que les activités, ce sont des défis qui ont permis aussi de nous construire, les activités ont été toutes faites virtuellement et des formations virtuelles, des discussions virtuelles, il manque toujours un petit quelque chose, on a toujours besoin de... la relation humaine est importante malgré tout. Le virtuel retire un peu cette partie où on apprend à se connaître pour construire une équipe, puisqu'on a construit une équipe autour de ce projet. Ce qui fait que des fois on prend un peu plus de retard au démarrage. Autre chose, l'étude était très courte, on voyait des résultats très rapides. Et d'un autre côté, elle est venue très tard.
que tu veux dire par très tard, c'est-à-dire que les gens ont été souvent impactés par des mesures qui ont été prises aux alentours de mars 2020, qui ont souvent été finies ou clôturées aux alentours de novembre 2020. Et nous les avons interviewés aux alentours de juillet-août 2021. Donc, par exemple, j'ai parlé pour les questions précédentes des stratégies prises par les ménages. Pour parler d'une stratégie qu'on a prise, on peut s'en rappeler facilement. Maintenant, lorsqu'on parle à la consommation qu'on a fait, c'est peut-être plus difficile de se rappeler ça. Et même certaines stratégies, on ne se rappelle peut-être plus un an après que finalement, oui, c'est vrai que j'allais manger chez mon cousin au lieu de manger à la maison. Donc, raviver les connaissances des gens. Encore une fois, j'ai dit, ça s'est passé pendant juillet-août. On est au Sahel, la période culturelle est juillet-août, donc on était en plein milieu des semis, en plein milieu des activités champêtres, ce qui fait aussi qu'on a eu à gérer la disponibilité des personnes que nous voulions interviewer. C'était un autre défi que nous avons eu, mais que nous avons pu surmonter. Et après toute chose, la crise du Covid-19, la pandémie du Covid-19 est venue, pour la plupart des pays du Sahel, se rajouter à d'autres crises, d'autres problèmes politiques, d'autres problèmes sécuritaires dans les différents pays qu'on a mené l'étude. Il a fallu rajouter la Covid-19, donc ça veut dire que lorsque vous faites des enquêtes, vous envoyez des enquêteurs dans un pays qui n'a peut-être pas la stabilité partout, ça crée certains défis sécuritaires, puisqu'on voulait vraiment avoir une image réelle de ce qui se passe sur le terrain. Donc voilà un peu tous les défis que nous avons pu surmonter, puisqu'on a maintenant les résultats au cours de cette étude. Nous constatons que vos défis ont été nombreux et que ça n'a pas été facile. Alors face à cela, quelles sont les stratégies que vous avez utilisées pour faire face à tous ces défis, pour aborder les populations, l'approche par pays? Comment est-ce que vous avez procédé? Alors comme je l'ai précisé juste avant, on a utilisé le virtuel, on a utilisé l'Internet. Un défi aussi que j'ai oublié de préciser, c'est bien sûr l'accès à la connexion qui était des fois difficile pour pouvoir mener. Pour nous assurer que les recherches ont été les mêmes dans chacun des pays, nous avons travaillé de façon collégiale avec les différents chercheurs et différentes personnes que nous avons recrutées dans les différents pays. Nous avions une méthodologie de recherche qui a été adaptée pour chaque pays. Donc par exemple, nous avons fait une approche filière pour tirer notre échantillon de 10 000 personnes. C'est une approche filière, c'est-à-dire que pour pouvoir être sûr qu'on a vu des gens qui sont à toutes les étapes de la filière, de la chaîne de valeur, donc on a choisi par pays 4 filières à analyser. Chaque pays l'a choisi en fonction de ses réalités. Par exemple, les réalités du Cap-Vert ne vont pas être celles du Niger. Un pays insulaire n'a pas les mêmes réalités qu'un pays enclavé. Et donc, ils vont prendre des mesures qui sont peut-être des filières donc, qui sont peut-être différentes. En utilisant cette stratégie, on a été sûr d'avoir un échantillon représentatif, donc d'avoir des consommateurs, d'avoir des producteurs, d'avoir des transporteurs, d'avoir des transformateurs et d'avoir des informations qu'on pense, et je pense, qui sont solides. Donc, avoir le canevas qui est pris de façon collégiale, de façon régionale, et c'est ça le rôle aussi du CORAF, de façon générale, c'est de pouvoir créer une cohérence régionale. Et le canevas après a été adapté au niveau national pour mener les études. Maintenant, les choix des régions, comme j'ai dit, les choix des filières revenaient à l'étude nationale pour décider que je vais aller dans telle région, telle région, telle région. Monsieur Ambali, vous avez voyagé, vous avez fait le terrain, vous avez côtoyé des gens et aujourd'hui vous avez des données, des statistiques sur votre étude. Après avoir recueilli toutes ces données, qu'est-ce que cette étude va apporter concrètement aux populations de la sous-région? Les données vont apporter quoi aux populations? C'est ce qu'on appelait des évidences scientifiques. Vous avez eu une série de mesures, vous vous êtes senti affecté négativement. Maintenant, à quel point vous êtes une personne particulière ou à quel point les autres aussi ont été affectés. Il faut à un moment pouvoir dire que voilà, 40% de la population a été affectée positivement par telle mesure de soutien qui était cible par exemple pour les femmes
ont impacté finalement moins de femmes que prévu, ont eu tel impact. Ça permet de pouvoir donner des recommandations aux décideurs, leur dire par exemple qu'à l'avenir, puisque le monde comme il est, nous allons encore faire face à d'autres chocs. Cette pandémie, nous ne le souhaitons pas, mais d'autres chocs, ça peut être des pandémies, ça peut être des problèmes au niveau par exemple des attaques de ravageurs ou des choses comme ça. On pourra maintenant préciser que voilà, par exemple, si vous... Je donne un exemple qui n'est pas réel, mais disons par exemple que pour la distribution des aliments, au lieu de cibler tel groupe, il faut peut-être cibler tel groupe parce que de ce qu'on a tiré de votre dernière action, ça n'a pas eu l'effet escompté. Comme je l'ai dit lors de la remarque sur les défis, tout le monde a été surpris par la Covid-19. Tout le monde a dû prendre des mesures un peu à l'emporte-pièce, j'ai envie de dire, mais bon, bien que ça soit réfléchi, les mesures qui ont permis de restreindre la diffusion du virus, mais des mesures qui ont été très très contraignantes. Maintenant, par exemple, je voudrais mettre en lumière la mesure qui était la plus contraignante au Sahel, ça a été les fermetures des frontières terrestres, qui sont encore fermées. C'est la mesure qui était le plus ressentie comme étant négative. Maintenant, lorsqu'on apporte, par exemple, le fait que cette mesure a eu le plus d'effets négatifs, on va pouvoir peut-être analyser quels ont été les effets positifs de cette mesure. Et à l'avenir, lorsqu'on va peut-être avoir une autre pandémie, on va pouvoir réfléchir à comment rendre cette mesure moins négative. Je parle du cas de la fermeture des frontières, peut-être qu'on va prendre une analyse qui va se rendre compte que, en fait, les effets positifs ne compensent pas les effets négatifs et qu'il fallait peut-être plutôt laisser les frontières ouvertes. Je pense que c'est vraiment un cas qui est intéressant parce qu'on a fermé les frontières officielles, mais il s'est créé tout un chemin parallèle qui ont fait augmenter certains coûts de transport, certains coûts d'activité sans vraiment en fait fermer les frontières. Donc l'objectif et ce que les populations vont pouvoir ressortir de cette étude ne sera peut-être pas ressenti directement, et ce sera plus nous aider pour tout ce qui est plaidoyer, aider tout un chacun au niveau du plaidoyer. Lorsque vous allez dire que les femmes ont ressenti des effets négatifs sur les mesures, on va pouvoir au Sénégal déterminer par exemple que ça a été telle mesure. On va pouvoir au Mali dire que voilà, parmi toutes les mesures que vous avez prises, la mesure telle a été la plus contraignante, a été la plus difficile à supporter par les femmes. Donc si à l'avenir il faut encore prendre ce genre de mesures, on peut déjà réfléchir à quelles sont les mesures d'accompagnement qu'on peut mettre en place et basé là-dessus, savoir que notre groupe cible, ce sont les femmes de tel âge. C'est vraiment ça un des grands résultats qu'on en sort de cette étude, c'est de pouvoir avoir un peu une description de qui sont les groupes vulnérables, à quoi ils ressemblent, donc quel est le profil type de la personne vulnérable, le profil type de la personne en stress en fonction de chaque mesure, en fonction de chaque chaîne de valeur. D'accord. Vous êtes arrivé au terme de votre étude. Est-ce qu'on peut dire que vous avez atteint vos objectifs? Alors, tout à fait. Même en termes purement numéraires, on a dépassé les objectifs qui étaient fixés. Donc, on ciblait 7500 interviews, on en a fait plus de 10 000. On a aussi atteint les objectifs en termes de connaissances que nous attendions à avoir. Et nous avons produit suffisamment de connaissances et nous avons aussi produit une base de données qui est assez riche, qui peut être encore exploitée, qui a d'autres informations qu'on pourrait tirer. Donc oui, nous avons atteint les différents objectifs de l'étude. Nous sommes encore, il ne nous reste plus qu'à faire la restitution auprès de nos parties prenantes pour avoir leur avis, puisque c'est une étude qui a été très inclusive, comme je vous l'avais dit. On est parti au niveau des producteurs, on est parti au niveau du terrain. On a pris les informations réelles du terrain. On ne s'est pas contenté d'aller au niveau des ministères et de voir leur ressenti. Maintenant, il faut qu'on présente ces informations que nous avons vues au niveau du terrain aux décideurs, aux parties prenantes pour avoir leurs avis et pour pouvoir clôturer bien l'étude. Donc, effectivement, nous avons atteint nos objectifs sur cette étude. Monsieur Ambali, après avoir fait cette étude, nous nous rendons compte que la Covid-19 est toujours d'actualité. Quelles sont alors les perspectives? Donc je pense que cette étude était plus qu'essentielle parce que le CORAF est un organe scientifique. On a besoin d'évidence scientifique pour avancer. C'était l'étape numéro 1, dire que voilà, on a fait des mesures. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait maintenant ce qui s'est passé.
quelles sont les leçons qu'on va tirer de ça? L'étape numéro 2, ça va être à partir des leçons tirées, c'est comment améliorer notre résilience. Comment améliorer notre résilience? Et je pense qu'à ce niveau-là, les bailleurs de fonds seront réceptifs, les différents gouvernements seront aussi réceptifs à voir ces informations-là et à pouvoir peut-être faire des actions pour maintenant comment être plus résilient face au choc, comment être plus résilient face aux différentes pandémies. La Covid-19 continue, on voit que les mesures ont changé, les mesures ont évolué. Maintenant, comment s'assurer que lorsque une autre pandémie arrive ou épidémie arrive, on peut réagir et en sachant par exemple que voilà, telle mesure qu'on a mis a peut-être été tout à fait inefficace ou telle mesure qu'on a mis a été plus efficace qu'on pensait et donc appuyer sur ce qui est efficace, peut-être retirer ce qui n'a pas été efficace ou qui n'a pas eu d'effet escompté et comme ça pouvoir mettre en place toutes les stratégies de résilience. Donc vraiment c'est une étude qui est la première marche d'autres, pas qu'études, mais d'autres projets qui pourront être mis en place, que j'espère vont être mis en place pour la résilience au niveau de l'Afrique de l'Ouest face aux pandémies. Merci beaucoup, Monsieur Mwasiloa Ambali, de nous avoir accordé cette interview. Nous rappelons qu'il est le coordonnateur du projet CRDI sur la Covid-19 et qu'il a mené avec d'autres consultants une étude qui portait sur l'impact des réponses du gouvernement à la Covid-19 sur les systèmes alimentaires et les moyens de subsistance au Sahel. Nous vous disons à très bientôt pour d'autres vidéos sur Agripreneur TV.